Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue et merci pour votre ponctualité, malgré les conditions de circulation pas optimum ces derniers temps. Merci aussi d'être toujours là, fidèle à l'Université des Grands Vins. On est très heureux de voir sur les différentes soirées, donc c'est la 6e et dernière pour 2019. On est très heureux de trouver pour chaque soirée un public. On a fait des soirées quand même très diverses, très variées. Un écart assez grand, par exemple, entre les deux dernières. La précédente où on marchait les pieds dans le sable pour découvrir les sensations tactiles des vins. Aujourd'hui, un domaine extrêmement prestigieux qui nous fait le plaisir d'être présent. Voilà, une diversité de styles et à chaque fois nos membres qui viennent, donc on est extrêmement heureux. Je vais vous parler avant de démarrer la soirée du programme pour l'année à venir, puisque nous sommes en construction, il est assez bien élaboré déjà. Il y aura bien sûr des dates à affiner, des choses comme ça, mais on a déjà un programme assez solide où on s'est appuyé dans l'état d'esprit bien que je viens de vous décrire. On voit que vous êtes intéressé à découvrir des choses variées, à apprendre, à avoir toujours des nouvelles choses, des originalités, etc. Donc on a essayé de faire un programme en fonction. On commencera par le 27 janvier, soirée qui est en train de se confirmer exactement, une soirée dégustation dans le noir. Donc vous voyez qu'on essaye à chaque fois de trouver des nouvelles méthodes pour découvrir encore d'autres facettes du vin. Et donc voilà, on avait ces dégustations où on touchait le caillou, on a goûté le caillou, on a mis les pieds dans le sable. Cette fois-ci, nous allons essayer de goûter dans le noir. Donc bien sûr, il y aura la lumière pendant le service, etc. Mais on éteindra le temps de déguster pour pouvoir se concentrer d'une part mieux sur les vins. Et on se rend compte, on l'a déjà testé à quelques vignerons en goûtant dans nos caves, qu'en éteignant la lumière, on s'ouvre à de nouveaux sens. On ressent mieux les personnalités des vins, les profondeurs, les textures, les énergies, etc. Et donc c'est une expérience qui vraiment à chaque fois nous renverse, nous fait découvrir des nouvelles choses. Et on a envie de partager ça avec vous. Donc c'est Jacques Rigaud qui viendra présenter cette soirée, accompagné certainement de Georges Truc, si possible. On goûtera majoritairement des grands vins de Bourgogne, puisqu'on en a très peu goûté encore, et des vins d'autres terroirs divers et variés pour bien apprécier les différences, avec évidemment un vin d'Alsace, comme à chaque fois ou presque. Ensuite, mi-février, on proposera une petite formation à la dégustation géosensorielle et dégustation intuitive, à la cave des Prélats à Célestat. Donc l'objectif, c'est de se retrouver en comité réduit, avec 10-15 personnes, pour pouvoir travailler de manière précise ces dégustations et surtout travailler ensemble, c'est-à-dire échanger sur nos ressentis, essayer de creuser encore plus loin toutes ces questions, tous ces nouveaux modes de dégustation. On voit qu'ils commencent à se développer un peu partout en France, voire dans le monde. De plus en plus de sommeliers se tournent vers ça. On est un peu dans les précurseurs à l'Université des Grands Vins. Et on va continuer à creuser toutes ces questions-là. Donc on vous proposera des petites formations qui seront en fait aussi des échanges sur tous ces thèmes-là en petit comité. Ensuite, début mars, soirée sur les vins autrichiens. Voilà, on a très peu l'occasion de goûter des vins de ces pays-là, on l'a encore jamais fait à l'Université des Grands Vins. C'est un pays qui était en grande difficulté, en grande crise il y a 20 ou 30 ans, qui s'est totalement renouvelé. Donc on fera une dégustation sur le renouveau des vins autrichiens avec Sepp Moser, vigneron, et Stéphane Reinhardt, qui est journaliste critique en vin, qui couvre l'Autriche notamment, mais aussi l'Allemagne et l'Alsace. Donc ça sera intéressant aussi d'avoir un point de vue avec du recul sur ces différents endroits. 5 ou 6 avril, on aura la chance d'accueillir Pascaline Lepelletier, meilleure ouvrier de France en sommellerie, première femme à obtenir cette distinction. Qui surtout est très pointue sur les évolutions du monde du vin, des goûts, des modes de dégustation, etc. Et donc elle va nous faire une dégustation sur le thème vin, nature et expression du terroir. Voilà, donc ça va être extrêmement intéressant et pointu là aussi.
puisque voilà, entre ceux qui pensent que à partir du moment où on met un intrant dans le vin, on ne peut plus exprimer le cépage, et ceux qui pensent qu'en vin nature, on rend tous les vins uniformes et on n'exprime plus le terroir, on fait juste des vins de fruits. Et bien voilà, il y aura matière à discuter, elle va nous amener des échantillons pour voilà, étayer ses points de vue, ses arguments. Donc ça risque d'être une soirée extrêmement intéressante aussi. Début juin, Caroline Frey, œnologue, qui vinifie dans plusieurs régions, Bordeaux, Bourgogne, Rhône, en Suisse également, donc il pourra nous présenter une vision assez large, de vinifier sous plusieurs climats, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Elle pourra nous partager ses expériences, ça sera certainement passionnant aussi. Juillet, on fera notre assemblée générale, comme d'habitude, dans la convivialité. En octobre, mi-octobre, après les vendanges, on fera une soirée sur les vins de vigneronne. Donc on en a déjà accueilli évidemment à l'université, goûter de leur vin, heureusement. Mais voilà, le but là, c'est pas forcément de faire une soirée caricaturale, de décrypter la différence entre une femme ou un homme, mais simplement de mettre en valeur aussi des vigneronnes, puisque c'est pas encore assez le cas, ni de manière générale, ni à l'université des grands vins. Donc on choisit de faire une soirée entièrement dédiée à ce thème, pour simplement voilà, focaliser un petit peu plus sur ces questions-là et mettre en lumière ce travail-là. Et fin novembre, nous finirons avec une soirée sur le mythique domaine de Trévalon. Monsieur Durbach nous fera le plaisir de venir nous présenter son parcours, ce domaine et évidemment les très grands vins qui en sont issus. Voilà, donc ça c'est nouveau un programme très riche, et de la variété, avec beaucoup de choses à apprendre. J'espère qu'il vous intéressera. N'hésitez pas à venir nombreux, à amener vos amis, etc. Puisque voilà, on a la chance d'accueillir des très grands intervenants comme ce soir. Et du coup, ben, voilà, autant qu'il y ait un maximum de monde qui profite de tout ça, qui s'enrichissent de cette expérience. Et voilà, on compte sur vous pour rester fidèles et puis amener des amis, des connaissances à la découverte de tous ces vins et des exposés aussi de nos intervenants. Je ne vais pas tarder plus, puisqu'on a une très belle série à déguster. On va garder un maximum de temps pour goûter calmement ces vins et pour écouter notre intervenant. Donc Monsieur Xavier Planty, qui nous fait l'honneur de venir de Bordeaux, en voiture, voilà, donc avec tout l'énergie et le temps que ça suppose, par rapport à votre emploi du temps que je n'ose même pas imaginer. Donc merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Et je vous laisse vous présenter votre parcours et le domaine brièvement avant de lancer la dégustation. Merci beaucoup. Bonsoir. Quand Jean-Michel Dice vous siffle, vous convoque, vous ne pouvez pas dire non. Hein. Il m'a demandé de venir vous présenter une série de vins. Il était assez exigeant sur les millésimes. Et je me suis posé la question de savoir si c'était pas trop. Ça fait beaucoup de bouteilles. Faire une dégustation autour d'un liquoreux, c'est jamais simple, parce qu'on peut saturer vite. Ce qui est intéressant dans la dégustation, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est effectivement l'évolution de la propriété depuis le plus ancien 89, très grand millésime, jusqu'au dernier 2016, avec une évolution complète, une réflexion très forte autour de ce que c'est que le terroir de bureau, comment le mettre en musique, et puis comment s'installe, agit et fonctionne le botrytis. Voilà. On a eu quelques résultats intéressants et on pourra en parler. Alors, cette dégustation a l'intérêt et la présentation du prix de l'intérêt que si vous posez des questions. Voilà. Autrement, je vais vous faire une présentation commerciale et ça va pas être très amusant. Voilà. Guiraud, on commence, présentation commerciale. Voilà. Guiraud, c'est 100 hectares de vignes, c'est 35% de Sauvignon, et c'est 65% de Sémillon. Voilà.
Il n'y a pas de muscadelle au château Guiraud. Et la proportion de Sauvignon est la plus forte de tous les grands crus de Sauternes. Pourquoi? Parce que le vrai grand cépage de la pourriture noble, c'est le Sauvignon. Le Sémillon, c'est un magnifique cépage, mais en fait, il est tellement facile et l'homme va toujours vers la facilité. Voilà. Mais autrefois, et au moment du classement en 1855, le Sauvignon était majoritaire à Sauternes. On l'a un peu oublié, c'est un cépage très délicat à travailler, c'est un cépage qui prend remarquablement bien la pourriture noble, mais il ne faut jamais la laisser trop longtemps dessus et il faut être capable d'aller le chercher de façon fréquente, récurrente, de faire des passages plus rapides et plus fréquents que dans le Sémillon. Voilà. Pas de questions? Là, je suis étonné. Quand vous dites que le Sauvignon était majoritaire autrefois, Oui. Est-ce qu'il reste des domaines qui l'utilisent de façon vraiment à plus de 50% dans les assemblages ou... Ça m'est arrivé, moi, oui. Mais autrement, non. Non. Et avec 35% de Sauvignon à Guiraud, on est la propriété la plus, de très loin, la proportion la plus forte. Alors, on sent que les vignerons commencent à replanter du Sauvignon. Pourquoi il a chuté? À cause de l'arrivée du Midou-L'Oïdium, c'est un cépage trop fragile par rapport à ça, donc les gens sont allés vers le sémillon. Le sémillon ne prend pas l'Oïdium, très peu. C'était plus facile. Voilà. Donc Guiraud, c'est 105 hectares de vignes en production, c'est 128 hectares au total. Les 105 hectares sont d'un seul tenant. Une chance. C'est un vignoble qui est assez isolé pour des raisons historiques, en particulier de voisinage un peu compliqué avec certains de mes voisins, et qui fait que la propriété a été un peu ostracisée avec des plantations de bois en limite, et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est une chance parce que finalement on est très isolé des voisins. Donc, on ne reçoit pas les pesticides et les saloperies des voisins, puisque Guiraud est depuis le millésime 96, le premier que vous allez goûter, le plus vieux que... Non, le plus vieux que 89. À partir de 96, on a commencé une démarche vers l'agriculture biologique pour obtenir un label définitif en 2011. Mais cette démarche, elle n'a pas été simplement de changer nos produits pour passer des produits chimiques industriels à la bouillie bordelaise, parce que si on fait ça, eh bien, c'est le casse-pipe assuré, ça ne marche pas. Notre réflexion, elle a été une réflexion globale sur l'ensemble de la propriété, et de dire comment la propriété interagit, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, où passe l'eau, quel est le régime de l'eau, est-ce que les lisières de forêt ont un intérêt, est-ce que les bâtis sont au bon endroit, etc., etc. Et à force de réfléchir là-dessus, eh bien, on a opté pour des pratiques culturales qui sont très particulières à Bordeaux et qui ne m'ont pas valu que des amis. Par exemple, nous avons arraché des rangs de vignes pour planter des haies. Voilà. On a recréé des zones refuges réservoirs pour permettre une multitude d'insectes de s'installer et de venir équilibrer les insectes qui nous embêtent dans la vigne, les cicadelles vertes, les vers de la grappe. Au total, on a replanté 12 km de haies, replanté 12 km de haies et aménagé les lisières de la forêt. On a recréé des zones humides, toujours dans le même idée, et toujours aussi en gardant un côté esthétique au système, parce que dans une propriété comme Guiraud, il ne faut pas
le fouillis intégral quand même. Donc, et puis, bien évidemment, ces haies ont été plantées en fonction des masses d'air et de l'écoulement de l'air pour éviter que ça stagne au printemps et que ça gèle trop facilement. De ce côté-là, c'est peut-être pas gagné partout, mais au moins la démarche elle est là. On a remonté la source au niveau du château et le cycle de l'eau est repris complètement et on a en permanence un filet d'eau qui coule à travers la propriété de façon à ce qu'il y ait toujours possibilité pour la biodiversité de s'abreuver et de s'abreuver. Voilà. Les plantations de haies, ça a été facile à faire et surtout ça a été excessivement rentable. Parce que là où on faisait 3 traitements insecticides par an pour lutter contre le ver de la grappe, l'aménagement du paysage nous a permis de supprimer quasiment tous les ans 100% des insecticides. Un traitement insecticide à Guiraud, c'est 15 000 € à chaque traitement, par an, pardon. Donc vous voyez, c'est avec 15 000 €, vous en achetez des petits plants. Surtout qu'il faut mettre des plantes qui n'ont aucun intérêt au niveau décoratif, mais qui ont beaucoup d'intérêt au niveau écologique. Donc ça coûte pas cher, c'est facile à mettre. Après, effectivement, ça demande un peu d'entretien par an, parce qu'il ne faut pas se laisser déborder. Voilà. Une fois que cette population d'insectes a été mise en place, eh bien, toute la chaîne trophique se remet en place, donc les oiseaux reviennent. On a accompagné ça avec des nichoirs, les chauves-souris reviennent. Et tout ça, ce sont des équilibres qui petit à petit se créent. Voilà. Alors, parce qu'il y a des chauves-souris dans le vignoble de Guiraud, le vin est bon. Non, c'est pas que ça. Voilà. La chose la plus importante, c'est qu'on a réfléchi à nos pratiques culturales, en particulier au niveau des sols. À Bordeaux, mais je pense que c'est vrai dans pas mal de vignobles, les vignerons ne supportent pas d'avoir de l'herbe dans leurs vignes. Ça, j'entends un grand silence, je pense que c'est vrai. Et c'est une bêtise. Parce que laisser un sol nu, c'est un sol qui s'oxyde. C'est un sol qui brûle, c'est un sol qui meurt. Et en plus de ça, c'est du gaspillage. Je m'explique. Peut-être qu'on peut commencer à ajouter quelque chose, non ? Comme vous voulez. Si je suis trop long, vous m'interrompez, vous n'hésitez pas. Le ciel nous donne 3 choses gratuitement. De l'eau, de l'énergie solaire et de l'air, dans lequel on a du gaz carbonique et dans lequel on a de l'azote. On est assez con pour aller acheter des engrais azotés, alors que l'azote est gratos. D'accord ? Faut-il encore que cet azote de l'air puisse être disponible auprès des plantes. Le carbone, qui est très peu, le gaz carbonique dans l'air, c'est 0,07%, je crois, quelque chose comme ça. Mais ce carbone, c'est le cycle essentiel de la vie. Et ce carbone, il ne peut être capté et stocké dans les sols que si l'énergie solaire n'est pas gaspillée. Et le seul moyen de capter l'énergie solaire, c'est l'herbe. Ou les panneaux photovoltaïques maintenant. Mais on a des panneaux photovoltaïques gratos qui poussent naturellement. Voilà. Donc on n'a rien fait, on a laissé pousser l'herbe. Ça, c'est des grosses économies déjà. Bien évidemment, cette herbe, on ne va pas la laisser nous déborder, mais si vous allez à Guiraud aujourd'hui, eh bien 100% du vignoble est vert, complètement vert.
Et vous avez déjà de l'herbe qui fait à certains endroits 30 à 40 cm de hauteur. Il y a le tout. Et cette herbe, malgré la luminosité qui est faible, eh bien elle stocke du sucre, elle stocke des protéines, elle fabrique énormément de choses, et le système racinaire de cette herbe, eh bien, il va remonter des éléments du sol, et tout ça, ça va se stocker, soit dans les racines, soit dans l'herbe. Et bien ça, on va le mélanger au sol au printemps. Et quand vous faites ça, vous nourrissez le sol. Dans une poignée de terre, il y a autant d'êtres vivants que d'hommes sur terre. Les microbes. Les microbes, vous savez ce qui donne les maladies, les bactéries, des trucs comme ça. Et ça, eh bien dedans, il y a des microbes qui sont capables, des bactéries qui sont capables de fixer l'azote de l'air. Il y a des bactéries qui sont capables de digérer l'herbe. Il y a des bactéries qui sont capables de mobiliser et de fabriquer des protéines différentes. Et puis elles meurent. Elles meurent. Et ces bactéries, elles sont capables, l'ensemble de ces êtres vivants qui tous les ans meurent, parce que la vie d'une bactérie c'est pas long, et bien ça représente une masse de matière organique absolument hallucinante. Hallucinante. Un sol enherbé aujourd'hui représente à peu près 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. Et ça, c'est gratos. C'est gratos. Pas la peine de s'embêter à aller à la copée chercher des engrais. Ça, c'est gratuit. Ces herbes, elles vont nourrir le sol et surtout le système racinaire va explorer des horizons différents. Vous allez avoir des herbes qui vont avoir ça de racine, tout ça comme ça. Une luzerne, c'est capable de descendre à 3 mètres de profondeur. Mais surtout, ces herbes vont organiser autour d'elles tout un système avec les champignons qu'on va appeler les mycorhizes. Pour vous donner un exemple, une racine de vigne, c'est à peu près 1 km de racine. Quand la vigne est mycorhizée, eh bien le système mycorhizien autour des racines, c'est 40 000 km. Vous multipliez par 40 000 la capacité de la vigne à aller chercher des éléments dans le sol. Et des petits ifs de champignons sont capables de descendre à des profondeurs hallucinantes. C'est eux qui vont remonter les minéraux, c'est eux qui vont remonter les éléments profonds, c'est eux qui vont exprimer le terroir. Et ça remonte dans la vigne. Il y a des microbes qui... Le micro marche. Ah. Vous m'entendez quand même? Oui. Ah, pas de micro alors. Voilà. Donc si vous arrivez à entretenir un système au niveau du sol qui soit vivant en permanence, eh bien, vous allez mettre en place le système mycorhizien et votre vigne va se porter mieux. Les scientifiques viennent de démontrer que les champignons et les bactéries du sol sont capables de donner à la vigne des molécules déjà constituées, des protides, des bouts de protéines, des antibiotiques, etc., etc., etc. Donc la vigne va faire des sucres par sa photosynthèse l'été, va descendre ça au niveau des racines, le champignon va sucer les sucres de la vigne et en contrepartie, il va lui donner des éléments qui vont l'aider à constituer sa charpente et surtout à vivre bien et mieux. Voilà. Et bien tout ça, on l'a foutu en l'air par nos pratiques viticoles parce qu'on a été trop puriste, on a été trop... Comment dire, on a manqué d'humilité dans le sens qu'on a pensé qu'à partir du moment où une vigne était propre, elle était belle. Mais en fait, on s'est affranchi et on s'est coupé
du milieu écologique de la vigne. Et c'est tout ça à Guiraud qu'on essaie de faire, de remettre tout ça en route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne fauche jamais les allées tant que l'herbe n'a pas grainé. Tout le monde dit que Guiraud est une propriété dégueulasse parce que la grande allée qui amène à Guiraud au mois de mai, il y a des grandes herbes qui font 1 mètre de haut. On ne tond l'herbe qu'une seule fois au mois de juillet, une fois que tout est mûr. Voilà. Et dans la vigne, eh bien, c'est uniquement des labours très peu profonds, 5-6 cm à l'automne, et puis un décavaillonnage ou avec des doigts crêpes à l'été ou à la fin du printemps pour mélanger toute l'herbe avec le sol. À partir de là, eh bien, on a un sol qui est vivant, on a un inoculum qui est très fort, et on n'a plus de problème de pourriture noble. Parce que là, on a une masse végétale sur laquelle la pourriture noble se vit, se nourrit, et quand on a besoin qu'elle intègre le raisin, eh bien, on n'en manque pas. Voilà. Moi, je me rappelle mon premier millésime, je n'ai pas osé l'amener, en 83. En 83, j'ai commencé les vendanges 3 semaines après tous mes voisins, dont Ikem. Il y avait des grands reportages à la télé sur les vendanges d'Ikem en 83 qui étaient magnifiques, magnifiques, magnifiques. Nous, à Guiraud, on avait 0 botrytis, pourriture noble, dans le vignoble. Et je peux vous dire, j'étais pas vieux à l'époque et j'ai passé quelques nuits blanches à essayer de comprendre ce qui se passait. Le vignoble dont j'avais hérité, le sol était aussi propre, la terre était aussi propre que le sol de cette salle. Il était comme ça, et il n'y avait pas d'herbe. Et quand vous regardiez les traitements, la liste de traitements en 82, il y avait 12 antimiliaux, 1 antibotrytis, 3 insecticides, 4 acaricides. Bon, voilà. Donc voilà d'où on est parti. Et aujourd'hui, eh bien, c'est mon fils qui a repris la propriété maintenant. Aujourd'hui, Guiraud, par exemple cette année, Guiraud a arrêté ses traitements le 2 juillet. Depuis le 2 juillet, on est à 0 traitement sur la propriété. Et en dose de cuivre au métal à l'hectare, on est à 2,3 kg. Et la courbe de l'utilisation de la bouillie bordelaise est une pente descendante. Et si ça continue comme ça, on imagine pouvoir arriver à se passer la bouillie bordelaise. Oh, je ne sais pas si je le verrai moi, mais dans 15-20 ans, je suis sûr qu'on arrivera à avoir trouvé des solutions pour supprimer le cuivre qui a 2,5 kg de métal à l'hectare n'est pas toxique pour les sols et correspond à peu près à ce que évacue la vigne tous les ans. Mais c'est vrai que ça ne sert à rien de jeter du cuivre à Bordeaux sur des sols qui, fin du 19e et début 20e, en ont reçu quelques tonnes. Voilà. Donc voilà, donc c'est tous ces process d'agroécologie qu'on a mis en place, c'est tous ces process de réflexion globale qu'on a mis en place et qui, petit à petit, portent leurs fruits. Voilà Guiraud. Voilà. Il y a des plantes qui favorisent le botrytis et d'autres qui ne favorisent pas. Est-ce que vous avez pu voir avec l'évolution en fonction des types de sols ou pas? Alors il y a des sols qui favorisent le botrytis et pas d'autres, ça c'est clair. Mais ce qui est important pour la pourriture noble, c'est ce qui se passe au moment de la floraison. Parce que la pourriture noble s'installe dans le raisin au moment de la floraison. Donc il faut faire en sorte qu'au moment de la floraison, on n'ait aucune incidence chimique qui empêche les spores de botrytis de rentrer dans le petit grain. Et cette pourriture noble, ce botrytis qui est dans le raisin, il va rester à l'état de dormance jusqu'au moment de la maturité. Et c'est ça qui est magique.
Parce que dès que la maturité du raisin est atteinte, le niveau de polyphénol, qui est dans la... Si je suis trop compliqué, il faut me le dire. Non, c'est bien, c'est bien. Le niveau de polyphénol dans le raisin chute, ça lève l'inhibition du botrytis et celui-ci peut se développer. Et c'est à ce moment-là que c'est important parce que le raisin est encore vivant, le botrytis se développe, l'attaque, c'est un parasite, il l'attaque, il va le digérer, il va le bouffer. Hein? Le botrytis attaque le raisin, il est là, c'est l'agent de destruction du raisin pour que le pépin tombe finalement. Et ce botrytis, eh bien, il va interagir avec le métabolisme du raisin. Et ce que l'on sait, c'est que les arômes du raisin, certains arômes du raisin, système de défense du raisin, eh bien, certains arômes vont être multipliés jusqu'à 1000 en 3 jours. Ça, ce sont des découvertes qui ont une dizaine d'années. Nous, vignerons, le sentaient bien dans nos dégustations, mais le métabolisme du botrytis provoque une réaction de défense du raisin, et celui-ci va synthétiser une foule de précurseurs d'arômes. C'est comme s'il mourait en chantant, vous voyez. Voilà. Dans l'Église catholique, ils disent l'odeur de sainteté. Faut peut-être pas dire ça en Alsace, j'en sais rien. Et donc, ça c'est excessivement important, parce que si vous attendez que le raisin soit mûr, et que ce raisin mûr reste sur votre raisin 15 jours, 3 semaines, en attendant que la pourriture noble arrive. Et le botrytis, il arrive toujours. Mais quand le botrytis va arriver sur le raisin, celui-ci, eh bien, aura un métabolisme qui est complètement à l'arrêt, puisqu'il sera en surmaturité. Vous allez faire de la concentration, vous allez faire des choses magnifiques, de concentration, mais ça aura un goût de sucre. Ça sera lourd. Et la magie d'un grand sauterne, et c'est vrai je pense pour les autres liquoreux du monde, c'est justement d'arriver à avoir des vins qui ont une forte concentration tout en gardant la fraîcheur. Et c'est ça que je vous demande de regarder dans les vins. Vous avez des vins qui vont vous paraître merveilleux mais avec des sensations de lourdeur, et puis vous aurez des vins où la fraîcheur sera évidente. Et pourtant, il y a des niveaux de sucre résiduel qui sont forts. Voilà. Donc c'est toutes ces pratiques et tout ce management du vignoble qu'on essaie de mettre en route. Ce n'est pas une science exacte. De ne pas faire de traitement au moment de la floraison, il y a certaines années, vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc c'est une chose qui doit être raisonnée tous les ans, en fonction du printemps, en fonction de la météo, mais ça marche. Je vous donne un exemple. 2001, on termine nos vendanges le 13 ou 19 octobre. 100 hectares de sauternes ramassés, 5 passages. Le 19 octobre, au soir, il pleut 50 mm dans la nuit. Nous, on avait fini, on était contents. Mes voisins de l'autre côté de route, ou de l'autre côté du fossé, n'avaient pas ramassé une graine. Par contre, après 50 mm de flotte, du botrytis, ils en ont eu. Donc, le management du botrytis est excessivement important. Si vous voulez faire des grands sauternes, eh bien, il faut l'avoir en tête. Après, bien évidemment, les situations sont excessivement importantes, en particulier les conditions de séchage pour la concentration. Et bien évidemment, le cru le mieux exposé à sauterne, c'est Yquem. Ceci explique cela. Voilà. Donc, Yquem a toujours eu plus de facilité que tous les autres à avoir des grands botrytis. Parce que toutes les conditions topographiques, pédologiques sont là. Est-ce que ça durera? Tout dépendra des hommes qui le dirigent. Voilà.
Des questions? Au niveau sol, vous n'avez pas parlé de l'influence entre les argiles, est-ce que vous avez des calcaires, des marnes, la structure? Pas tout. Oui, mais À Sauternes, c'est la poubelle de l'estuaire de la Garonne, donc on a de tout. Alors chez nous, j'ai des terres qui sont sur des argiles rubéfiées, des graves sur argile rubéfiée, c'est-à-dire des sous-sols qui sont mis en place sous des conditions tropicales, riches en fer, riches en magnésium. On a du colluvionnage, bien évidemment. Et puis, quand on descend les terrasses de la Garonne, on arrive sur les calcaires du Miocène, où là, sur ces calcaires-là, on commence à avoir des résurgences de sources, donc sur des zones qui sont déjà plus fraîches et plus humides. Voilà. Ça va des graves qui sont les premières terrasses de la Garonne avec des graves qui sont gros comme le poing, et puis ça termine sur le haut de Guiraud avec la couche du Quaternaire où on est limite sable des Landes et pratiquement sur certaines zones on est même sur des pozzoles. Voilà. Les pozzoles ont été classés dans la Haussée Sauternes. Je ne sais pas si on recommençait la classification, ça pourrait le faire, mais aujourd'hui, sur ces zones-là, on fait plus facilement des vins blancs secs que des sauternes. Les argiles vont donner des vins très colorés. Les Guiraud est souvent plus coloré que ses voisins. Les sables vont donner des vins qui sont plus fins, plus aérés, plus aériens. Mais je sais que pour des Alsaciens, c'est pas facile, mais nous, on fait que des vins d'assemblage. On assemble nos cépages et on assemble nos lots. Ce qui est important, c'est de donner une image du cru qui soit la plus fidèle possible d'année en année de son style. Ça peut aller de 50 lots à 60 lots, des micro-cuvées, tout est fermenté séparément en barrique, et on va ensuite choisir l'assemblage. C'est pour ça que certaines années, le pourcentage de cépage n'est pas forcément respecté dans l'assemblage. Voilà. Excusez la question un petit peu provocatrice, mais Enfin, vous nous il y expliquez, en a plein qui auraient pu y arriver avant. Hein. vous nous expliquez que vous faites attention à la biodiversité pour que l'écosystème puisse être favorable, donner un environnement le plus naturel possible Ouais. pour votre production. Ouais. Et puis après, vous nous expliquez qu'avec l'assemblage, vous allez faire un style particulier. Qu'en est-il de l'effet millésime et comment on peut laisser la nature L'effet s'exprimer millésime, on en parlera après la dégustation. Hein. Alors c'est très... Quand les gens achètent du Sauterne, j'ai remarqué ça. Quelqu'un qui achète du Siduro, il ne jеттera pas du Guiraud, et quelqu'un qui achète du Guiraud, il ne jеттera pas de Welsec. Les gens repèrent le style des crus très facilement. Moi, j'ai eu la chance de faire une dégustation de Guiraud qui a commencé à 1893 et qui a remonté jusqu'à 1929. Je peux vous dire que ça va éclairer sur la propriété. Et le style était constant. C'est-à-dire une certaine fraîcheur, une certaine minéralité, des vins tendus, grande pureté. Et alors c'est quelque chose qui disparaît complètement des bouteilles du Guiraud
dans les années 60, 70, 80. Début 80, je suis arrivé en 83 quand même. Faut pas... Voilà. Mais cette dégustation, je l'ai faite en 89. Et ça, pour moi, ça a été un déclic excessivement fort parce que quand on goûtait des vins, par exemple, de 1914, petit millésime, a priori, on se dit, un petit millésime 1914, peut-être que le fait que ça ait été fait uniquement par les femmes fait que ça a été bien mieux fait. Mais c'est une certitude, me dit ma femme. C'était pas très concentré, mais vraiment pas concentré. Aujourd'hui, ça représenterait l'équivalent de mon deuxième vin en matière de concentration. Eh bien, c'était du Giro, c'était évident. Voilà. Vous allez me dire après la dégustation si vous trouvez un style ou pas. Enfin, c'est le piège que m'a attendu Dice, donc on va voir. Voilà. Donc, ce qui est sous-jacent à ça, c'est que après cette dégustation, j'ai arrêté de chercher des concentrations maximum. Voilà. Vous avez décrit le système écologique de votre vigne. Oui. Est-ce que vous estimez qu'il y a une taille critique, donc une surface minimale pour qu'un système dans ce genre-là puisse s'installer dans une vigne? Non, il n'y a pas de taille critique. Je pense qu'on peut le faire avec n'importe quelle parcelle. C'est vrai que de passer les 110 hectares de vignes de la propriété, ça a pris du temps. Mais après, plus la propriété est importante, plus les équilibres vont être solides. Plus la résilience est forte, plus le... Vous voyez ce que je veux dire ? Une propriété, une petite parcelle va être beaucoup plus sensible aux influences des parcelles qui l'entourent. Il faut pouvoir arriver à la peausser, à lui mettre une peau autour de façon à... donc une végétation qui va avoir une influence très forte. Quand on regarde les paysages de vigne d'autrefois, je ne sais pas si c'était comme ça en Alsace, mais autrefois dans la vigne, il y avait des arbres fruitiers. Et donc on a trouvé ça emmerdant, inintéressant, etc., etc. Et en fait, on aperçoit de quoi ? Que les systèmes mycorhiziens des rosacées, c'est-à-dire de ce qui représente 80% des arbres fruitiers, sont les mêmes que la vigne. C'est-à-dire que les vieux, ils n'étaient pas couillons quand même. Ils mettaient des pommiers, des pêchers, chez nous c'était ça, chez vous, je ne sais pas, de la Mirabelle peut-être. Et en fait, tout le système mycorhizien organisé par les arbres fruitiers, plantes pérennes solides, eh bien, permettait à la vigne de se fortifier et de reprendre à son compte ce système mycorhizien. Dans les haies, je plante des aubépines, je plante des pruneliers, je plante des choses comme ça. Bon, là, on est sur une étude sur une autre propriété pour aller plus loin en matière d'agroforesterie. Mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet. Et en particulier, ces rosacées ont parmi les mycorhizes tout un cortège de champignons de la famille des globus. Vous avez tous entendu parler de la glomaline, vous savez, ce colloïde qui est sécrété par ces champignons et qui permet à la terre de s'agglutiner. Voilà. Ce n'est qu'au début, hein, ce sont des savoirs qu'on retrouve petit à petit, mais il y a des gens qui vont... Et je pense que l'INRA de Dijon, qui est pas très loin de chez vous, est parmi les plus avancés en matière de mycorhisation de la vigne. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, je ne vais pas vous dire
Ça serait intéressant de voir si vous le repérez, mais il y a un millésime parmi la dégustation qui pour moi a été évident d'un changement important sur le vin. Voilà. Je ne vais pas dire dans quel sens. Mais... D'autres questions de provocation. Est-ce que, pour vous, une analyse chimique du sol comme on le connaît a encore un sens? Aucun. J'espère que vous n'êtes pas un laboratoire de... Ben, tout ce qui peut donner une information est important, mais après il faut savoir l'interpréter avec ce qui se passe sur le terrain. Ressemer de l'herbe dans la vigne, c'est une pratique qui est préconisée très fortement. Moi, je suis très dubitatif. Nous, on n'a rien fait. Voilà. Je dis souvent que la Guiraud, c'est une agriculture de feignants. Voilà. On ne sème rien, on laboure peu, on ne tombe pas l'herbe, on traite moins. Voilà. On se promène les mains dans les poches et on regarde. Mais au niveau récolte, est-ce que ça a une influence ou pas? Ah oui, ça, on a augmenté nos rendements de 15%, 20%. Ouais. Alors à sauter les rendements, vous savez, c'est pas un sujet. On produit tellement peu. Mais dans les rouges, j'ai un certain nombre de mes confrères qui pratiquent les mêmes choses que nous. Les premières années, vous avez une baisse d'à peu près 20-30%. Mais après, ça se rééquilibre. Et c'est très, très, très constant. Voilà. Alors, il ne faut pas rater les traitements anti-mildiou, bien sûr. Mais les rendements en agriculture biologique, la vigne va reprendre ce qu'elle est capable de faire. Mais un sol qui fonctionne bien, qui est fortement nourri et qui restocke du carbone, la production augmente. Voilà. Sans payer d'intrants. Gratos. Vous faites des infusions, des préparats? Alors, oui. Tous les ans au printemps, j'épande des composts liquides. Je suis parti du principe que 400 ans de vigne sur vigne à Guiraud fait que plus 150 ans de chimie assez brutale, que la flore du sol était très affaiblie, donc on l'a réensemencé avec des composts liquides. C'est comme des levures lyophilisées que vous mettez en suspension, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et puis vous traitez votre vigne comme ça, quoi. Avant qu'au moment où ça commence à débourrer. C'est-à-dire au moment où la terre commence à être un peu chaude, je suis incapable de vous dire si ces micro-organismes survivent, parce qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui de contrôler. Et de toutes les façons, il y a tellement d'espèces que c'est quasiment impossible. Par contre, le résultat qu'on a observé, c'est que on a multiplié par 3 notre diversité botanique. On a vu des cortèges de fleurs qu'on ne voyait pas, qui sont apparus. Voilà. On n'a rien semé. On n'a rien semé. C'est uniquement les graines qui sont contenues dans votre terre, dont la dormance a été levée parce que les conditions pédoclimatiques ont changé, donc la dormance a pu se lever. Et en plus de ça, il y a beaucoup de graines dont la dormance n'est levée qu'en présence de champignons. La plus connue, c'est les orchidées. Vous savez, la graine d'orchidée, il faut qu'elle soit maternée, couvée par un champignon, dont je ne me rappelle plus le nom, pendant 2-3 ans avant qu'elle germe. Et il y a énormément de plantes, c'est un phénomène qui est constant au niveau des plantes. Voilà. Il n'existe pas d'êtres vivants qui vivent tout seuls. Voilà. Il y a forcément une relation donnant-donnant, bénéfice les uns pour les autres, qui se crée, qui se fait, les équilibres se font.
Eh bien magnifique, merci pour cette belle introduction. On est déjà bien dans votre paysage, dans votre écosystème, dans votre état d'esprit. On goûte le sec. On va commencer par goûter le sec. Donc comme d'habitude, si 5 personnes pouvaient aider Pierre, notre chef d'orchestre, pour le service, merci beaucoup. Bon, là aussi, une vinification de feignant. On prend le raisin, on le met dans la presse, on met le jus en barrique et on attend. Voilà. Aucune intervention. Le pressurage est un pressurage lent. Le débourbage est vraiment à minima pour garder un maximum des éléments du jus. C'est fermenté 50% en barrique de 2 ans d'un vin et 50% en cuve inox. La fermentation est naturelle et on laisse dégueuler les barriques et les cuves de façon que le vin choisisse son niveau de clarification. Quand vous laissez démarrer la fermentation, vous avez de la mousse qui monte, qui au début est marron, puis devient jaune, puis devient blanche. Et quand vous la goûtez, au début c'est dégueulasse, c'est amer, c'est âcre. Et puis petit à petit, ça arrive à avoir un fruitier extraordinaire et à ce moment-là, on baisse le niveau de la cuve et on fait nos fermentations tranquillement. Alors ce qui est en cuve est quand même contrôlé au niveau de température. Ce qui est en barrique, je ne m'occupe pas de savoir de la température. On la contrôle tous les jours, mais on ne cherche pas à la réguler. Voilà. Une fois que les fermentations sont finies, parfois il y a des lots qui démarrent leur fermentation malolactique. Il ne faut pas le dire, parce qu'à Bordeaux c'est mal vu. Donc n'allez pas pionner. Et on garde les vins sur lit. On garde les vins sur lit jusque, si c'est possible, au mois d'avril. Voilà. Cette année, on va être obligé de les sortir plus tôt parce qu'on n'a plus de vin, donc il faut livrer les clients. Il y a toujours eu du vin blanc sec à Guiraud parce qu'une partie du vignoble est en appellation Bordeaux blanc. Tout n'est pas classé en appellation Sauternes. Et puis en fait, on s'est aperçu quand même certains terroirs de Guiraud. Finalement, certains terroirs de Guiraud, bordure de bois, les calcaires un peu humides, etc., ne faisaient jamais des grands Sauternes. Donc on a consacré ces parcelles à faire du blanc sec. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des vins qui quittent la propriété à 7,50 € hors taxe, ce qui fait un prix public aux alentours de 13-14 €. Et c'est un très très gros succès commercial qui est un peu énervant parce que c'est un succès plus fort que pour le Sauternes. On va augmenter les prix. Des questions? Après, les commentaires de dégustation, je vous laisse faire avec votre chef. Pourquoi sur vos blancs, quand on goûte plusieurs millésimes, vous avez le fait que vous avez gagné plus de gras, plus de tension? Est-ce que c'est le fait que vous avez rajouté les calcaires qui n'étaient pas le cas avant? Sur les secs? Oui, sur les Ouais. secs. Oui, et puis surtout, les pratiques. Nos pratiques font qu'on a des jus qui sont plus riches et qui sont beaucoup plus solides. Ils sont très très résistants à l'oxydation. On peut les élever sur lit de façon très longue. Et quand même, l'élevage sur lit, ça apporte énormément, quoi. Tout le gras et tout ce qu'il y a dans les cadavres de levure,
c'est quand même des éléments gustatifs qui permettent une complexité du vin. C'est vrai que c'est un vin qui est gras, hein, quand même. C'est un vin qui... Hein? Ouais, c'est bien. C'est pas un Sauvignon tel que vous avez pu les voir sur l'école bordelaise avec des tioles et... Comment vous faites la limite entre Bastillage botrytisé et entre guillemets blanc sec pour avoir quand même la maturité des amers? C'est quand même compliqué. Le blanc sec, où c'est vraiment les zones qui font que la maturité, quand le raisin mûr, il faut le chercher. Voilà. Mais bon, c'est toujours pareil, hein. Quand vous avez 100 hectares de vignes, il y a des arbitrages à faire qui ne sont jamais les mêmes. Mais... Non, c'est la dégustation du raisin, l'analyse succincte, et puis c'est surtout la dégustation du raisin et des pépins qui fait qu'on y va, on n'y va pas. Mais surtout, c'est du raisin mûr. Il y a une grande école bordelaise qui veut qu'on fasse du vin avec des raisins avant maturité pour préserver je sais pas quoi. Enfin, c'est ça qui a planté les vins de Bordeaux ou les vins blancs de Bordeaux de façon définitive. Je ne sais pas si on va arriver à s'en remettre. Des questions? Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer sur le vin lui-même, sur la dégustation? Je trouve le niveau de salinité, de complexité vraiment intéressant. Effectivement, on n'est pas sur le côté primaire, mais on va bien plus loin. Est-ce que quelqu'un voulait nous donner son ressenti sur tout ça? Non? Vous attendez quelques vins pour devenir plus bavard? Bon, cela ne vous intéresse pas, donc on va passer au autre. Oui, il est bon, il ne veut rien dire. C'est un vin qui a beaucoup de salinité, beaucoup de verticalité comme ça. Et alors c'était intéressant aussi de le goûter entre un verre sec, on va dire, un verre noir. On faisait la réflexion, il n'y avait pas du tout le même toucher en bouche. C'est-à-dire que dans le vin noir, c'était plus actif. Ouais, oui, et plus salin encore. Ce sont des vins, moi je trouve que les vins, les vins c'est pour aller à table pour moi. Donc il faut que les vins aient une consistance, une constitution qui fasse qu'ils peuvent garder leur personnalité sur des plats. Voilà. Alors, au vu du silence qui se fait dans la salle, on est en face d'un verre incroyable. On a tous commencé à méditer autour de ce vin. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Beaucoup de choses à dire. Alors, qui se lance? Oui, donc déjà au niveau de la robe, c'est vrai qu'on a une robe un peu singulière parce qu'elle est dense, je trouve, elle est brillante. On a quelque chose de légèrement brun, mais je pense qu'il vient peut-être aussi du botrytis. Alors le nez est ouvert, c'est complexe. Moi j'ai senti un peu d'orange confite, il y a des fruits exotiques, il y a un botrytis qui est très fin. C'est-à-dire que le vin aromatiquement est très harmonieux. Et les arômes sont très mélangés, je dirais. Voilà. Alors l'attaque est sur un fruit, je trouve, d'une grande densité. C'est un vin qui est immédiatement salivant. On est surpris par la fraîcheur. Il y a une persistance magnifique, c'est-à-dire que le vin va rester en bouche très longtemps. C'est riche, sans lourdeur, et une matière saline et extrêmement élégante. Moi je suis conquis, je trouve que c'est vraiment un vin qu'on n'est pas du tout dans ces styles de Sauternes qu'on connaît aussi par ailleurs, dans d'autres grands châteaux, en premier grand cru classique, qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus pâteux, un peu plus collants. Là, on est vraiment quelque chose de gracieux, d'extrêmement agréable à boire. On a envie d'y revenir, en fait. Voilà.
Alors vous parliez de la signature de votre propriété en tant que finesse, élégance, etc. Est-ce que le mode de culture aussi permet peut-être de ressortir ces structures qui rentrent dans l'équilibre, qui permettent de rééquilibrer l'ensemble? Bon, merci de ce commentaire, c'est la première fois qu'on me dit que je suis gracieux. Tout arrive. Ben voilà, ça je pense que c'est ce qu'on a envie de faire. Je crois qu'il est encore en bouche. C'est pas un concours de concentration. C'est pas un concours d'arômes particuliers de recherche. C'est un ensemble. Voilà. C'est un toucher de bouche qui est excessivement délicat. Et c'est surtout une finale qui reste sur la fraîcheur et jamais sur le sucre. Ça a 130 grammes de sucre résiduel. Combien c'était? 130 grammes de sucre résiduel. Il doit être à 13,7 ou 13,8. Vous êtes comme les journalistes américains, vous voulez tout savoir. Voilà. C'est la plus grosse récolte de l'histoire de Giraud. On a fait sur ce millésime-là 24 hectolitres à l'hectare en sauterne et 60 hectolitres en blanc sec. Fin des traitements le 7 ou 8 août. Ça, c'est la démonstration, pour moi, que mes pratiques sont dans le vrai. Voilà. C'est pas considéré comme un millésime d'anthologie à Bordeaux. En particulier dans les rouges. Vous savez que la qualité du millésime à Bordeaux, c'est le Médoc qui l'a créé. Si le Médoc est bon, tout est bon. Là aussi, c'est un millésime où je termine mes vendanges 15 jours avant mes confrères. Là aussi, c'est une vendange laquelle, dès que le raisin était mûr, le botrytis s'est mis en place et a travaillé. 2015. Est-ce que vous avez des fois du pastriage et le botrytis ou toujours le botrytis en premier? Non, si j'ai le pastriage avant le botrytis, je fais des vins lourds. Parce qu'un raisin bastrier, il a un métabolisme qui est fatigué. Voilà. Ça a été un petit peu le cas en 2017. Est-ce que vous avez des fois les botrytis qui ne sortent pas de la lèvre, qui restent intracellulaires, comme par exemple 15 ou solaire ou pas? Alors ça c'est le meilleur. Parce que ce qui est important, c'est ce botrytis qui est sans, qui s'est mis à la floraison, et qui va digérer la peau du raisin depuis l'intérieur. Après, effectivement, il peut se brûler. Mais c'est celui-là qui est intéressant, parce que c'est celui-là qui fait le métabolisme, c'est celui-là qui détruit les assises pelliculaires du raisin, de la peau du raisin, les acides cellulaires de la peau du raisin, et c'est là où tous les précurseurs d'arômes se libèrent. Vous le décrirez comment? Vous devriez dire quelqu'un qui n'en a jamais vu. Qui a jamais vu quoi? Le botrytis, le bon botrytis, enfin la partie plus intracellulaire. Ça, je ne sais pas si c'est pas l'espionnage industriel. Vous faites du raisin botrytisé? Ouais. Ben, je sais pas l'aspect que ça prend chez vous ou chez nous. Chez nous, quand on est au stade, ce qu'on appelle pourri plein, le raisin prend une couleur plus violette. Voilà. Et puis après, selon les conditions d'humidité, il va plus ou moins se foncer en se concentrant. Si la concentration est rapide, cette couleur reste très très lumineuse et les grains sont moins marqués. Si la concentration est plus lente, on a des raisins qui peuvent se couvrir d'une sporulation grise ou qui peut avoir un aspect rebutant. Mais une chose que j'ai appris sur le millésime 86, c'est que même si le botrytis est sporulant,
s'il est jeune, s'il n'est pas trop vieux, il est bon. Il n'y a rien de pire qu'une pourriture qui est restée trop longtemps sur le raisin. Il n'y a rien de pire que de dire « Oh, là, il n'y en a pas assez, je ne vais pas le chercher ». Dès qu'on en a un peu, il faut y aller. Parce qu'un botrytis qui reste concentré et qui reste comme ça sur le raisin en attendant qu'il y en ait d'autres qui arrivent, eh bien celui-là, il va développer des arômes qui sont un peu limites. On va en trouver dans notre millésime. Très bien, on se lance pour le 2015. Voilà, alors on posait tout à l'heure la question du respect du style des millésimes. Je pense qu'on a déjà un bel élément de réponse dans le verre, qui vaut mieux qu'un long discours, mais effectivement on a une personnalité différente, on le sent bien. Aussi évidemment un style qui commence à se dessiner, on sent la parenté bien sûr. Est-ce que quelqu'un veut nous commenter ce magnifique 2015 ? Qui se lance? C'est vrai qu'il nous raconte beaucoup de choses, donc on devrait aussi pouvoir en raconter beaucoup. Il est étonnant qu'en une seule année, il y ait une complexité aussi différente et aussi plus grande que le 2016, alors qu'il y a un an d'écart. Donc est-ce qu'on peut nous parler de 2015 dans le Bordelais ? Ouais, c'est un grand millésime. Je sais pas en Alsace, en Bourgogne, je sais plus non plus. Idem. Toute l'Europe. Ouais, c'est ça. C'est un grandissime millésime. C'est un millésime solaire. C'est un millésime riche. Donc avec une richesse qui était beaucoup plus forte au départ que le 2016. Peut-être, mais bon, j'aimerais bien que ce ne soit pas moi qui commente le vin. Alors, il faudrait qu'il y en ait qui se lancent un peu. Qui veut parler pour ce vin? Allez. Qui pensent qu'on fait la même chose tous les ans. Alors ce vin-là, effectivement, est très très différent du précédent. Dans l'image peut-être un peu stéréotypée que j'ai de Sauternes, c'est plus fidèle à l'image qu'on se fait de Sauternes, dans cette richesse, dans cette opulence. Et pourtant, effectivement, on commence à comprendre le style de la maison avec une finale qui reste quand même, qui garde de la fraîcheur malgré cette opulence. Je trouve que la complexité aromatique, effectivement, est un cran nettement au-dessus du précédent. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est le millésime? Je ne sais pas, mais on avait des fruits frais, très frais sur le 2016. Ici, on est sur quelque chose de presque confit, mais confit sans lourdeur. Et ça, je trouve que c'est un équilibre incroyable sur ce vin, d'arriver à apporter une telle complexité aromatique et en même temps une salivation et une envie d'y revenir. Et la longueur est toujours là et très très prégnante. Il y a la persistance à la fois au niveau de la structure et au niveau aromatique, et ça, personnellement, je trouve ça génial. Donc bravo. Merci. Quelqu'un d'autre souhaitait s'exprimer? Ou je vous laisse commenter ces remarques? Ce serait intéressant que nous parliez de l'intégration du bois dans le botrytis. Pourquoi ces choix de pourcentage un peu différents dans la matière de recherche, malgré... Moi, je trouve le 2015, c'est vraiment
un vin que beaucoup de gens peut-être n'arrivent pas à juger la vraie grandeur du vin, parce que le vin est vraiment encore au balbutiement de sa vie. Et il y a une tension acide et une largeur très intéressante qui est très fine, qui me fait penser pour ceux qui ont eu la chance de goûter des très vieux sauternes, ce qui se faisait historiquement dans les grands sauternes qu'on appelle vineux ou qu'on peut manger même avec un poisson, qui même si ça semble surprenant pour les gens, mais c'est une réalité parce qu'il y a des tensions d'acide très particulières et les acides roulent un peu, donc on a un côté presque sèveux dans le vin, on a envie d'en reprendre, un côté gourmandise. Et au niveau aromatique, comme vous avez la chance de goûter des verticales sur le domaine, je serais intéressé de savoir quel millésime pourrait correspondre pour vous au niveau des 2015 que vous avez pu... on va quand même poser quelques cols, hein, compliqué, hein. Attention au pire. Mais c'est intéressant de voir quel est votre référent, comment ce vin vous allez le voir dans la notion de temps, qu'est-ce qui va se passer dans l'évolution des arômes, et est-ce que la tension des acides pour vous va être un peu plus importante ou c'est la combinaison gras et acide qui va rester? Logiquement, souvent les grands vins ou Avignon on dit il est bon jeune, vieux, à tout temps, ce qui n'est pas toujours le cas sur les sauternes ou sur les Berzac. A priori, chez vous, en général, souvent on a quand même toujours ce côté gourmandise dans le vin qui reste historiquement. Et vous trouvez que ce vin est plus acide que le précédent? Hein? L'équilibre est déplacé. Comment? L'équilibre est plus sur la sucrosité que sur l'acidité. Le précédent, c'était plus l'équilibre sur l'acidité. Ça, c'est pas partagé, là. Alors, c'est très intéressant cette question sur l'acidité. Parce qu'en fait, vous avez une sensation d'acidité et elle n'existe pas chimiquement. Elle n'existe pas chimiquement. Et c'est ça la magie du botrytis. Quand le botrytis va travailler sur le raisin, il va y avoir une synthèse aromatique colossale. Des arômes de mandarine, de pamplemousse, de fruits exotiques, de citron vert, des choses comme ça. Quand vous goûtez tous les fruits que vous avez une sensation d'acide. Croquer un citron, c'est acide. Croquer une orange, c'est acide. Et quand vous goûtez les sauternes comme ça, là, eh bien, vous sentez ces arômes et c'est votre cerveau qui dit tiens, c'est acide. D'accord? C'est un réflexe gustatif. Et ça, je peux vous dire, quand j'obtiens ça, je suis content. Parce que on avait fait une étude sur les arômes de Guiraud avec Madame Collin, qui est la spécialiste en Belgique des arômes de la bière. Inutile de vous dire que l'Institut d'œnologie m'a fait la gueule pendant 15 ans. Et Madame Collin avait un problème, c'est que à l'olfactomètre, ils avaient, toute son équipe, trouvé un arôme qui était l'arôme de la mandarine confite. Et cet arôme de la mandarine confite, qui est chimiquement très bien identifié, n'existait pas au spectromètre. Il n'y avait pas ce pic qui aurait dû sortir d'arôme confite que toute son équipe goûtait à l'olfactomètre. Et il a essayé de comprendre pourquoi. Et en fait, il y avait deux petits pics aromatiques totalement
totalement insensible, de façon consciente au niveau du nez, et bien ces deux arômes en synergie donnaient cet arôme-là. Ça, c'est la magie des assemblages, vous savez. Ça, c'est la magie des assemblages. La magie des assemblages, c'est que justement, des arômes d'un vin et les arômes d'un autre vin vont en créer un troisième. Et ça, il n'y a aucune certitude scientifique reproductible pour être sûr d'arriver à le faire, quoi. Donc, gardez bien en tête que dans votre esprit, dans votre cerveau, il se crée des choses que finalement n'existent peut-être pas. Parfois, on appelle ça des fantasmes. La question du bois et du millésime. Alors, je fermente systématiquement le grand vin et systématiquement fermenté en barrique neuve tous les ans. Entonné directement? Entonné directement. Pas d'adonnage? Si, après la fermentation, oui. Toujours. Toujours. Et on fermente petit lot par petit lot. C'est-à-dire qu'à chaque tri, à chaque parcelle, ça correspond pratiquement à chaque presse, ou parfois deux presses à la fois parce que c'est la même parcelle, on va faire un lot différent, on va fermenter ce lot, et on va le fermenter à l'équilibre alcool-sucre le meilleur, comme si c'était le seul vin qu'on allait ramasser. De façon qu'à la fin des vinifications, je me retrouve avec des lots qui sont tous à l'équilibre gustatif. Ce qui fait que votre assemblage, vous le faites uniquement sur la complémentarité aromatique. Il y a des millésimes qui sont plus compliqués à assembler que d'autres, et il y en a d'autres qui sont excessivement simples. C'est sûr qu'en 2015, il y avait 65 lots différents, et qu'une dégustation de 65 lots de Sauternes sortant de la barrique, compliqué, hein, il faut y revenir plusieurs fois. Mais il y a d'autres millésimes où ça a été beaucoup plus facile. Est-ce qu'en 2015, vous avez pris une partie de calcaire plus importante, une partie basse? Oh, je ne me rappelle pas. Je ne peux pas vous dire. Ah, vous me demandez trop, là. Bon. Enfin, il y a quand même un lien de parenté entre ces deux vins, quoi. Voilà. 2011. Belle série, hein. Très belle série. Qui souhaite nous dire un mot sur ce magnifique 2011? On change encore un petit peu de style. On a la personnalité du château qui commence à se dessiner dans nos esprits. Qui souhaite nous dire ce qu'il a ressenti? Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire quand même, s'il vous plaît. Donc, moi, pour décrire ce vin, en fait, il y a une expression qui dit que le murmure devient vacarme. Pour moi, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que le vin, lorsqu'il arrive en bouche, il est assez puissant, assez intense, assez large. Et la finale est très très précise, très mentholée. Donc pour moi, c'est quelque chose qui finit véritablement sur la précision. D'autres remarques? Vous souhaitez peut-être nous parler du millésime? Alors le côté mentholé, je le repère dès le pressurage. Le précurseur d'arôme des arômes mentholés, c'est l'arôme de tilleul.
Et quand le jus coule de la presse et que ça sent le tilleul, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, tiens, toi, tu rentres dans l'assemblage. En plus de ça, ce côté mentholé, c'est la signature de Guiraud. Ça me permet de retrouver le cru dans toutes les dégustations à l'aveugle, sans aucun problème. Et alors, c'est très amusant parce qu'on sait d'où ça vient au niveau géologique. Et à force de goûter les lots, à force de... Ça, c'est intéressant. C'est un millésime compliqué, 2011, avec un printemps assez pluvieux, un très bel été. C'est un millésime qui a été surprenant à Bordeaux en général. Là aussi, une vendange excessivement rapide avec une deuxième tri très abondante. Et on termine les vendanges vite comme il faut. Ça a été le millésime pour moi le plus facile à assembler. Tout à l'heure je disais que parfois il y avait des lots. Là, ça paraissait tellement évident depuis les vendanges, depuis le ramassage. Je l'avais dans ma tête au fur et à mesure de la fermentation, du ramassage et de la fermentation. On a fait les essais en dégustation. On a beau essayer de sortir des lots, d'incorporer d'autres lots, etc. Voilà, ça a été le millésime facile à assembler. Voilà. C'est un énorme succès commercial. J'ai plus une seule bouteille avec un zéro. C'est dommage parce que le vin coûte très cher aux États-Unis aujourd'hui et j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est le premier millésime qui porte la certification d'agriculture biologique. Alors on était déjà en pratique d'agro-bio depuis longtemps, mais à un moment donné, on a eu un peu marre de tous les Bordelais qui faisaient du greenwashing et qui disaient « moi je suis bio, moi je suis bio, moi je suis bio ». Tout ça parce qu'ils avaient ramassé une fleur le matin. Donc nous, on a décidé de passer la certification et de publier la certification. La certification apparaît sur nos bouteilles. J'ai certains de mes confrères qui m'ont passé des coups de téléphone assez agressifs en disant la logique est de dire si toi t'es bio, ça veut dire que moi je fais de la merde. Voilà. Donc au bout de 10 minutes de conversation, je lui dis écoute, je fais de la merde. Bon. Mais voilà, c'est un millésime que j'adore. Même si aujourd'hui, il se présente avec comme un passage un peu creux en première bouche. Voilà. Par contre, il a un retour aromatique et un retour en bouche qui est incroyable intensité. Et ça, c'est le côté gras, le côté glycérol qui porte et qui fixe les arômes. Vous avez tous lu ce bouquin fabuleux qui s'appelle Le Parfum. Il explique très bien la fixation aromatique sur les corps gras. La florale, la flore. Voilà. Et là, c'est pareil. Dans les sauternes, quand le botrytis a bien travaillé, quand le botrytis a été actif, il y a une synthèse de glycérol qui est excessivement forte. Et ça, c'est des fixateurs d'arômes. Il va falloir la salive. Il va falloir des éléments pour faire sortir ces arômes. Sur des vins comme ça, vous attaquez un curry de poulet ou quelque chose un peu épicé et vous allez voir l'explosion aromatique. Bon. Tout le glycérol libère les arômes et c'est impressionnant. Donc ça, c'est fait pour durer. Très très longtemps. 2015 ira plus loin. Ça vous avez ou pas? Non, j'en suis pas sûr. Bon. Et le plus loin à Sauternes, c'est quoi? Bon, moi j'aime
bien pour les sauternes jeunes. Je trouve que c'est là où il y a les meilleures alliances et les vins, enfin jeunes, c'est 10 ans, 15 ans, enfin voilà. Après, on touche à notre monde, on va commencer à le toucher là. Bon, ça nous a pris quand même. Ah oui, oui. On va demander à quelqu'un de commenter le vin ou les différences qu'il a, ses impressions au niveau du vin. On va filer le micro à ma droite, à gauche, au centre. Fred, il va faire la série sur. Celle-là. T'as pas le choix. Alors je vais remercier Pierre. Bon, c'est toujours un exercice de style assez délicat parce qu'on a chacun notre perception des vins. Effectivement, on a une très belle série, on est très sensible au vin sur maturité en Alsace, donc c'est une excellente idée d'avoir proposé ces dégustations. Là, je fais du politiquement correct, hein, c'est pas mal pour commencer. Donc 2005, j'ai trouvé un nez peut-être un peu plus évolutif par rapport au 2003. Une bouche avec un bel équilibre, un tout petit peu en deçà, à mon sens, du 2003, où je trouve plus de tension paradoxalement. On aurait pu penser peut-être l'inverse. Un millésime 2003 plus chaud, une acidité peut-être moins présente. Mais ça me fait plutôt cet effet inverse, c'est une structure un tout petit peu plus simple. Je trouve que le 2003 un très beau vin avec une belle maturité. Je dirais qu'il est bien à boire comme il est. Je ne ferai pas forcément encore une garde prolongée pour ce 2005. 2003, j'ai trouvé vraiment une belle tension, une très belle acidité, ces fameuses notes mentholées dont M. Planty nous parlait et qu'on retrouve pleinement ici. Et je trouve qu'il y a un vrai parallèle entre le 2003 et le 2011 qu'on avait précédemment. Bon, dans les styles de millésime bien sûr, mais aussi dans la structure de vin. Où finalement, dans un millésime chaud, paradoxalement, on retrouve une acidité un peu plus marquée. Voilà, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment. C'est très bien, heureusement qu'on a eu ton point de vue. Quelqu'un d'autre? Bon, le 2000... Oui, allez-y. Non, c'était juste pour ajouter une petite note sur le 2003 que j'ai trouvé, moi, alors, j'ai moins ressenti, comme le dégustateur précédent, je n'ai pas vu, mais la fraîcheur sur le vin. Je trouve que c'est un vin qui est extrêmement huileux, comme ça, très glissant, soyeux, c'est-à-dire extrêmement harmonieux quelque part dans sa texture. C'est complexe et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un côté aérien dans ce vin. On n'est pas du tout dans la lourdeur, pour moi. Et je trouve qu'au niveau aromatique, on n'est pas du tout sur le même registre, les deux vins. C'est deux vins quand même assez différents. Je trouve qu'on est légèrement un peu plus empyromatique sur ce vin-là, il y a des petites notes de café, presque caramel au café, un peu épicé. Alors que sur le précédent, je trouvais qu'on avait quelque chose de plus frais, plus crémeux peut-être. Et j'ai trouvé aussi une toute petite note, un petit peu de champignon, quelque chose qui est peut-être le botrytis, une expression de botrytis, et le menthol. Voilà. Alors 2003, on a commencé les vendanges le 15 septembre. On les a terminés le 23 septembre. 85 hectares de vignes en 2 passages, parce que c'est obligatoire à sauter en 2 passages. Mais en fait, ça a été de la folie pure. Les vins ont pris une concentration avec un vent de sud à toute vitesse. Le botrytis a été explosif. Et je vous rappelle que 2003, c'est l'année de la canicule. Donc, on n'était pas censé avoir de botrytis.
on ramassait, on débauchait à 5 h d'après-midi, toutes les presses étaient pleines, toutes les cagettes étaient pleines, toutes les remorques étaient pleines. Il finissait de presser dans la nuit à 3 h du matin. À 9 h le lendemain matin, les presses étaient pleines, etc. Ça a duré comme ça pendant une semaine. Les lots les plus riches n'ont pas été mis dans l'assemblage. Mais on gagnait. Pourquoi? Parce que trop riches. Et cette année-là, j'avais des magnums que j'ai mis à fermenter sur une jeune vigne de 3 ans. On a ramassé des raisins qui faisaient 36 degrés potentiels. Et quand on les a pressés, ensuite on a fait venir un filtre à bourbe pour essayer de récupérer encore un peu plus de jus. Et le filtre à bourbe, il y avait, à travers les plaques de filtre, il y avait des gouttes qui tombaient, que j'ai ramassées, ça faisait 42 potentiels. J'ai mis ça au magnum, ça a fermenté pendant 5 ans dans le bas du frigidaire. C'était délicieux, mais c'était au niveau aromatique, c'était pas du tout complexe. 2003, ça fait 150 grammes de sucre résiduel. Ça fait 13 huiles d'alcool. Et c'est le vin le moins acide de toute la série. Et là, c'est la démonstration de la magie du botrytis. 2003, ça a été la parfaite illustration du maturité précoce, botrytis immédiat, concentration immédiate, conclusion, ça fait des grands vins. Au niveau botrytis, c'est assez prononcé quand même. Il y a des côtés épices douces, il y a des côtés un peu poivrés, un peu épicés, et là le botrytis a quand même été très 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 marquant. Bon, c'est pas mon préféré. Et je suis très content de le goûter aujourd'hui parce que en fait, je trouve qu'il évolue remarquablement bien. Ça faisait 3-4 ans que je ne l'avais pas goûté. Et je suis content d'être venu.